dose d'économie. Notre dose d'économie avec vous. Allez, on va parler contre-révolution. On disait hors antenne les chouans de la PAC. Oui, c'est la contre-révolution verte. Pour répondre à la colère agricole, Bruxelles va renoncer à toute une série d'obligations environnementales. Alors évidemment, lesquelles ? C'est la suite de l'histoire. Alors là, on renonce à toute une série de BCAE. Rien à voir avec la Banque centrale. Oui, ce sont les bonnes conditions agricoles et environnementales. Il y a toute une série de BCAE qui ont vu le jour en janvier 2023. Donc la BCAE 8 exit, c'est celle qui imposait la mise en jachère de 4% des terres arables. Mieux d'ailleurs, parce que celui qui continue à faire de la jachère de terres arables, lui, sera récompensé. Oui, il sera subventionné. Oui. Voilà. Ouais. Ensuite, la BCAE 7 aussi est supprimée. C'était l'obligation d'avoir des rotations de culture. La BCAE 6 est modifiée. Elle n'est pas supprimée, mais modifiée. Celle qui interdit les sols nus. Alors un sol nu, c'est un sol où il n'y a pas de culture, mais il n'y a même pas non plus de résidus végétaux, il n'y a rien. Voilà. Et alors donc l'interdiction des sols nus était destinée à limiter l'érosion des sols. Maintenant, on laisse la main aux États. En fonction de leur spécificité, ils vont décider un peu, voilà, exactement. Et ensuite, il y a toute une série de dérogations qui ont été décidées pour les petites exploitations de moins de 10 hectares. Alors, ça concerne beaucoup la France et la Pologne, qui ont des paysages d'exploitation agricole très, très éclatés. Ça représente 2/3 des bénéficiaires de la PAC. Et très concrètement, donc, ces exploitations seront dispensées de contrôle avec les pénalités qui peuvent parfois aller avec, concernant l'obligation à respecter plusieurs règles dites de conditionnalité. Donc, les règles qui font qu'en échange du respect de ces règles, on touche l'argent de la PAC. Et donc, pour le dire autrement, les petites exploitations, qui sont quand même les principales à avoir manifesté leur colère, on va leur lâcher la grappe. Voilà, c'est un peu plus direct. La Commission qui va faire aussi des propositions sur la rémunération des agriculteurs. Voilà. Gros sujet également. Alors là, il s'agit de mettre en place un observatoire des coûts de production, des marges et des pratiques commerciales. Donc déjà qu'on n'arrive pas à le faire au niveau national, je vois pas trop comment ça va fonctionner au niveau européen. Voilà, on va encore créer un observatoire du Grenelle on va encore créer un observatoire. Okay. Alors l'idée, évidemment, c'est d'arriver à une forme d'équité et de respect mutuel dans les négociations et le rapport de force entre d'un côté les agriculteurs et de l'autre les acheteurs. Oui. Alors on comprend l'idée, c'est un peu de reproduire l'état d'esprit de ce qui avait été pensé dans les lois Egalim en France, où on voulait mettre en place un dispositif de fixation au tout début du prix de la matière première agricole, prix qui, une fois qu'il a été fixé, n'est plus négociable dans le reste des discussions. Il est bloqué. Voilà, il est bloqué. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Le succès a été limité sur la mise en place de ce système de fixation du prix de la matière agricole dans les lois Egalim. Là, l'observatoire au niveau européen, franchement, avec toutes les spécificités pays par pays, je ne sais pas comment on fait. En tout cas, l'idée, c'est d'aller super vite. Ça veut dire que l'ensemble de ces mesures, qui sont quand même très concrètes, doivent être validées par les 27 États membres jeudi et vendredi prochain. Ensuite, le Parlement européen s'en saisit pour que tout soit bouclé d'ici la fin du mois d'avril, et le renoncement à ces différentes contraintes aura en plus un effet rétroactif jusqu'au début de l'année 2024, jusqu'en janvier 2024. Donc avec tout ça, l'idée c'est d'avoir des signaux concrets, je sais si on a entendu ce mot, qu'on envoie aux agriculteurs, évidemment avant le mois de juin, parce qu'il y a un léger rendez-vous électoral en Europe au mois de juin. Bon alors, voilà. Pour autant, est-ce que il y a un vrai virage sur les promesses environnementales ? Parce que dans tout ce dont vous parlez, il n'est pas question des pesticides, des néonicotinoïdes, etc. Les pesticides, ça a déjà été le cas, puisqu'on a déjà renoncé sur une partie du Green Deal où il y avait la notion des pesticides au niveau européen. Donc c'est même pas un virage, c'est un demi-tour. Quand je parle de contre-révolution verte, c'est bien de ça dont il s'agit, parce que vous ajoutez à ce que décide l'Europe, ce qui a été décidé au niveau français. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau français ? On avait un plan éco-phyto, justement, pour limiter les pesticides. On l'a mis de côté. Oui, ça on l'a carrément mis de côté. Pour l'instant, on l'a mis sous cloche, mais c'est comme si on l'avait supprimé. Ça revient à peu près au même. On avait commencé à attaquer la niche fiscale sur le gazole non routier, c'est-à-dire on cessait progressivement de subventionner des énergies fossiles. On a fait machine arrière. De la même manière, il y avait des contraintes sur les zones humides qui ont été levées parce qu'il y avait des résistances. On avait mis en place une police de la biodiversité, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, dont la gouvernance a été modifiée pour la céder au préfet, ce qui veut dire que le pouvoir d'action de ce gendarme de la biodiversité a été arnaqué. Donc, en fait, on se rend compte que systématiquement, dans tous les pays, pas simplement dans le monde agricole, dès que vous avez une contrainte verte, dès que vous avez une norme verte, dès que vous avez un problème qui est lié à des engagements politiques sur l'environnement, et dès qu'il y a une résistance en face, soit une résistance de l'opinion, soit la résistance d'un secteur de l'économie, eh bien, les politiques font machine arrière. Et donc, en fait, systématiquement, on détricote
les contraintes vertes qu'on a mises en place quelquefois, c'est vrai, sans étude d'impact, parce que ça ne passe pas auprès des populations. Un autre exemple, justement hors Europe, c'est le Canada, la semaine dernière, qui décide un moratoire de 3 ans. C'est pareil, ça veut dire en fait, on supprime la mesure. Il s'agissait de mettre une taxe carbone sur le mazout de chauffage. Ça passe pas auprès de l'opinion. On supprime la taxe carbone sur le mazout de chauffage. Voilà comment la transition verte s'écrit en réalité. Bon. Après, je suis pas là en train de vous dire que l'agriculture française ou européenne, à la suite de ces renoncements, va être une agriculture de mauvaise qualité. C'est pas ça. Mais en tout cas, on voit qu'on fait machine arrière sur des quantités de sujets quand ça passe pas dans l'opinion. Et là, les agriculteurs l'ont fait savoir au niveau européen, il n'y a pas qu'en France. Ouais, comme beaucoup de choses, effectivement. Merci Nicolas Dose. On vous retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle dose d'économie.